Se retrouver forfait pour un UFC dans ta ville, c'est très dur pour Jon Jones. Par contre, pour Pavlovich et Aspinall, j'ai envie de dire que c'est Noël avant l'heure. Un retour de TJ Dillashaw, j'y crois pas du tout. 3 rounds de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le mardi 24 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est pas l'UFC qui va nous dire le contraire, le sort s'acharne. Jon Jones est blessé, son combat contre Stipe Miocic est annulé, Jiri Prochazka contre Alex Pereira devient le nouveau main event, mais l'UFC ne nous laisse pas comme ça, on aura quand même un combat poids lourd, puisque Tom Aspinall et Sergey Pavlovich vont s'affronter dans le co-main event et le vainqueur de ce combat repartira avec la ceinture intérim. Alors oui, c'est un coup dur pour New York, c'est un coup dur pour tous les New-Yorkais qui ont pris leur place et qui ne verront pas leur idole Jon Jones combattre. C'est aussi un coup dur pour Jon Jones. Mais écoutez, encore une fois, on perd un gros combat, on en gagne un autre. Honnêtement, Aspinall contre Pavlovich, moi c'est un combat que j'avais envie de voir. Donc écoutez, je pense que les deux ont quand même un semblant de camp d'entraînement, puisque Pavlovich était prévu pour être le combattant remplaçant en cas de problème. J'ai vu encore hier, il postait des vidéos dans lesquelles il s'entraînait, il parlait d'être le troisième homme de la soirée, on va dire. Et puis Aspinall, je vous en ai parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il était aux Pays-Bas avec Rico Verhoeven en train de s'entraîner. Alors ça tombe bien, parce que Verhoeven, champion de kickboxing, contre Pavlovich, on peut quand même s'attendre à un combat qui va se passer debout. En tout cas, la menace Pavlovich, elle se passe debout. Il y a peut-être aussi une menace au sol, mais on ne l'a pas encore vraiment vu à l'UFC pour l'instant. Donc écoutez, on va revenir sur ça, mais avant, un petit mot de Jon Jones et de Stipe Miocic. Vous voyez, hein, je vous passe la vidéo là. Voilà, sur une phase de lutte, Jon Jones se blesse à l'épaule, va falloir qu'il se fasse opérer. Il en a pour 8 mois avant de revenir. Alors le combat n'est pas mort. Il semblerait, d'après certains journalistes très proches de l'UFC, que Dana White et l'UFC voudraient rebooker ce combat pour mi-2024. Alors écoutez, je sais vraiment pas quoi en penser. Stipe Miocic, il sera plus tout jeune. Ça fera quasiment 3 ans qu'il n'a pas combattu, si ça fera pas déjà 3 ans, selon le mois dans lequel ça tombe. Jon Jones, il va pas en rajeunissant non plus. Une blessure à l'épaule, est-ce qu'il va vraiment s'en remettre ? Vous voyez, là, on avait des doutes. Alors moi, franchement, c'est un combat que je voulais voir. Honnêtement, partant du principe où Miocic allait être très bien préparé, prêt au combat, je pensais qu'il allait amener une certaine menace sur Jon Jones et vice-versa. Je pensais que Jon Jones aussi allait être une menace pour Stipe Miocic. Alors maintenant, là, Jon Jones, retour de blessure, est-ce qu'il sera au top ? Stipe Miocic, 3 ans sans combattre, un âge qui continue à avancer forcément comme tout le monde. Voilà, ça perd un peu de sa saveur. Après, je fais confiance à l'UFC, si le combat est rebooké, ils vont réussir à nous faire saliver quand même. Hein. Vous inquiétez pas, il y aura de la promo, il y aura tout ce qu'il faut. Est-ce que ce sera pour l'International Fight Week au mois de juillet ? Je sais pas, c'est peut-être un peu court, hein, 8 mois, est-ce qu'il sera prêt ? Bon, ça pourrait le faire, pourquoi pas ? Et puis écoutez, Stipe Miocic, moi j'aurais quand même cru qu'il allait prendre Pavlovich, mais là je pense que c'est sûr et certain, Stipe Miocic, lui, il ne veut que des gros combats, il ne veut que le gros combat, il ne veut que Jon Jones. J'ai l'impression qu'il veut pas revenir pour autre chose. S'il devait se retirer comme ça, Miocic, je pense pas que ça lui poserait de problème, à vrai dire. Jon Jones, lui, peut-être, je pense qu'il était quand même parti pour faire un dernier combat, au moins un, il n'y a rien d'officiel dans ce que je dis, mais c'est vraiment le vent soufflé dans ce sens-là, on va dire. Alors écoutez, pour Stipe Miocic, on verra. Moi je pense que c'est soit Jon Jones, soit rien. Par contre, Jon Jones, pourquoi pas revenir et puis prendre le vainqueur de Pavlovich Aspinall, je pense que c'est une possibilité. Maintenant, Pavlovich Aspinall, moi je suis très content de ce combat. Est-ce qu'Aspinall va résister à la puissance de frappe de Pavlovich ? Est-ce que Pavlovich va résister à la vitesse et au jeu très sautillant d'Aspinall ? Aspinall, il tourne beaucoup, il est très mobile, c'est pas facile de le toucher. Et puis Aspinall peut aussi amener une menace au sol, et là on aurait des réponses. Est-ce que Pavlovich va réussir à ne pas aller au sol ? Est-ce que Pavlovich va tenir le coup au sol contre Aspinall ? Là il y a une grosse inconnue, ça va être très très intéressant de voir ça. Et puis les autres gagnants de la soirée, écoutez, Prochazka contre Pereira, nouveau main event, du coup la promo va être beaucoup axée sur eux, ça va leur donner une très grande visibilité à New York en plus, au Madison Square Garden. Pour eux ça va être une sacrée soirée. Alors il y a quand même une petite pointe d'humour dans tout ça, c'est que Alex Volkanovski a tweeté en disant Dana White, je suis prêt s'il y a besoin. Bien sûr c'était une blague, et puis ensuite il a retweeté en disant tout mon soutien à Jon Jones, j'espère qu'il va se remettre rapidement. Écoutez, autant l'actualité hier était un peu creuse, autant aujourd'hui là on va être beaucoup occupé avec ça, puis il y a énormément de choses qui sont tombées, et notamment la deuxième information, c'est Daniel Cormier très très proche d'Islam Makhachev, plutôt ennemi de Jon Jones, et vous allez voir pourquoi je dis ça.
C'est parce que voilà, il dit pour être le plus grand de tous les temps, il y a encore du travail à faire chez Makhachev. Je suis entièrement d'accord, faut pas s'enflammer non plus. Il dit par contre, il est définitivement le numéro 1 pound for pound. Alors là, bon, c'est son ami, il l'encense, et en plus, le numéro 1 pound for pound actuellement, c'est John Jones. Alors s'il peut remettre une petite couche à John Jones, il va pas se priver. Mais je suis plutôt d'accord sur le sens. Moi, numéro 1 pound for pound, franchement, c'est un classement qui est fait, je crois, par les journalistes. Hein. C'est même pas l'UFC qui décide de ça, ou peut-être qu'ils disent leur mot, mais bon, voilà. Puis comparer les carrières, comparer les catégories de poids. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Maintenant, s'il faut en mettre un, bah écoutez, John Jones ou Makhachev, peu importe. De toute façon, on m'a pas demandé mon avis, hein, je vous rassure. Mais par contre, pour dire qu'il y a encore du boulot à faire pour être le plus grand de tous les temps, moi c'est pareil, le plus grand de tous les temps, c'est des trucs, j'y crois pas trop, je pense que c'est surtout commercial, c'est surtout pour vendre, c'est surtout pour faire parler. Mais oui, en effet, Makhachev, là, il est pas encore dans la conversation. Moi, quand il y a une conversation, je pense à Silva, je pense à GSP, je pense à John Jones, voilà, je pense à ces gens-là. Même, voilà, je sais que beaucoup mettent Khabib dans cette liste-là aussi, pourquoi pas. Bon, écoutez, mais oui, c'est sûr que Makhachev, pour avoir son nom avec cela, il y a encore quelques victoires à prendre, en fait. Mais je dis pas que c'est impossible pour la suite. Ensuite, Magomedov, Shara Magomedov, il a parlé, c'était très court, il a dit qu'il était extrêmement inspiré par Michael Bisping. Alors moi, j'en avais pas parlé, mais il faut savoir que Magomedov, il est malvoyant d'un œil suite à un accident. Michael Bisping, je le rappelle, c'est pareil, hein, il était complètement aveugle d'un œil, il a réussi à le cacher pendant une grande partie de sa carrière, il l'a avoué seulement à la fin. Voilà, quand t'as un mec comme Michael Bisping qui est devenu champion avec un œil, forcément que c'est inspirant pour Magomedov. Et puis Michael Bisping, il a été champion, mais il est très rarement cité comme exemple, comme inspiration. Moi, je trouve que c'est un mec très inspirant. Il a cru jusqu'au bout, il a saisi sa chance en short notice. Il devient champion en short notice, je le rappelle, dans un combat contre Rockhold où tout le monde le voyait perdant et de loin. Je me souviens, la semaine du combat, c'était vraiment, les gens étaient unanimes. Tout le monde donnait zéro chance à Bisping. Je me souviens que dans le Embiid, à un moment, on demande même à son fils qui était tout jeune à l'époque, hein, je sais pas, j'ai dire peut-être 6-7 ans. On lui dit, ouais, est-ce que tu penses que papa va gagner? Et le gosse, il fait une réponse, je sais plus ce que c'est, mais en gros, ça veut dire qu'il est pas du tout sûr de son coup. Et puis pourtant, il l'avait fait, il avait mis KO Rockhold. En plus, il avait défendu contre Henderson. Il avait eu son gros combat contre GSP. Donc ouais, c'est un vrai exemple, Michael Bisping. Ensuite, on continue avec Magomedov. Écoutez, il y a un tout petit début de bif. Alors, je pense que c'est vraiment pas grand-chose contre Michal Oleksiejczuk. Je suis désolé, j'écorche son nom. Je vous mets sa photo, au moins vous allez voir qui c'est. Franchement, si les deux devaient s'affronter, ce serait un beau combat. Alors, le bif, il est complètement pourri. Hein. Je crois que ça a commencé avec Michal, qui a mis une photo de Magomedov en disant oui, moi en gros, je peux le battre, un truc du genre. Et puis, Sharapoutin Magomedov, il a remis la fiche de Michal avec, voilà, il est à 19-6. Et du coup, il a mis 19-6 et plein de bonhommes qui rigolent, l'air de dire attends, moi je suis invaincu, toi t'as 19-6. Voilà, tu me fais pas peur. Bon, voilà, je traduis ça comme ça. Enfin, je l'interprète comme ça. Et puis ensuite, apparemment, Magomedov, il a supprimé. Et du coup, Michal, il avait screen, il l'a remis, il dit ah, bah pourquoi t'as supprimé? T'as déjà peur? Bon, voilà, écoutez, ils vont peut-être se monter une petite histoire. Ça va pas vendre des millions, je vous le dis. J'en parle parce que j'ai vu ça passer. C'est pas l'info de la journée. Mais écoutez, un combat entre les deux, par contre, pour la construction de Magomedov, ça peut être bon. Parce qu'il faut pas non plus le catapulter tout de suite dans le top 5. Et puis pour Michal, s'il peut accrocher ce nom-là à son palmarès, c'est toujours bon pour lui. Hein. Quand tu casses un mec qui monte et il y a un gros engouement autour de ce mec-là, tu récupères toujours un petit peu de sa fame, j'ai envie de dire. Ensuite, hier, je parlais de Mohamed Mokaev, qui voulait être le plus jeune champion UFC. Donc, si ça se fait, ce serait le 15 décembre. Hein, il serait le combattant remplaçant en cas de blessure dans le combat entre Pantoja et Royval. Mais il tweet, il dit par contre, si jamais ça le fait pas, moi je veux bien prendre Mateusz Nicolo. J'aime bien cette mentalité, il est pas bloqué là-dessus, c'est pas je veux absolument être le plus jeune, c'est ça ou rien, moi je veux que ça. Non, il est là, il dit écoutez, moi je veux le faire, si ça se fait pas, maintenant j'ai un autre adversaire en tête, je veux rester actif, je veux combattre. Très très bonne mentalité. Et hier, je vous parlais du combat entre Dolidze et Cannonier qui était annulé parce que Cannonier est blessé. Roman Dolidze, il a appelé Robert Whittaker sur Twitter. Il lui a dit ouais, choisis la date que tu veux. Et il y a notre Français Nassourdine Imavov qui a répondu écoute, s'il te répond pas, moi je suis là. Franchement, pour Imavov, ce serait faire un grand bond dans les rankings. Ça peut être honnêtement, c'est plutôt intelligent de sa part. Hein. Hier, il avait appelé Costa, enfin il avait commencé à titiller Costa, on en reparlera dans la minute auditeur. Costa, je pense que c'est vraiment trop haut dans le classement. Puis voilà, je pense que par contre Dolidze c'est peut-être un tout petit peu en dessous de Costa, mais pour la construction de carrière, ça peut être une très très belle chose. Écoutez, ça fait un moment qu'on parle MMA, je vous propose de respirer une minute avec la Minute Box, c'est parti.
La première info de cette Minute Box, et vous vous en doutez, on est dans la semaine du combat Ngannou contre Fury, alors forcément on va en parler pas mal. Ils sont arrivés hier en Arabie Saoudite, alors franchement l'Arabie Saoudite ils ont fait les choses en grand, il y a des écrans partout, c'est franchement, même les deux combattants arrêtent pas de dire qu'ils sont super bien accueillis, bah forcément l'Arabie Saoudite ils vont mettre les petits plats dans les grands pour l'organisation d'événements sportifs, hein, ils cherchent à polir leur image, alors forcément ils vont faire ce qu'il faut, mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment, les moyens sont mis, hein, c'est pas un événement au rabais je peux vous le dire. Et on commence avec Tyson Fury qui s'est exprimé sur son combat à venir, forcément. Et il a dit un truc assez marrant. Alors je pense que c'est aussi un petit pic pour Usyk. Il dit ouais franchement tout le monde me parle d'Usyk, mais Ngannou il est beaucoup plus dangereux qu'Usyk. Usyk il a pas de puissance, il va m'en mettre plein la tronche pendant tout le combat et à la fin je vais avoir quoi? Juste un œil au bord noir. Alors que Ngannou c'est différent, lui il sait frapper, il est puissant, il est costaud, il est gros, tu vois, il est puissant, il sait mettre des gens KO, donc je trouve que c'est un combat beaucoup plus dangereux que Usyk. Bon écoutez, je pense que ça c'est aussi pour faire monter la sauce, c'est pour vendre un petit peu plus, c'est pour faire une petite phrase qui va être reprise dans les médias. Et puis il a dit oui, par contre Ngannou il va rien apporter que j'ai jamais vu, moi j'ai déjà tourné avec des kickboxers, j'ai déjà fait du sparring avec des mecs de MMA, je sais tout ce qu'ils vont faire, donc je vais le mettre KO. Et puis il dit par contre je suis content pour Francis Ngannou, il va se faire beaucoup d'argent, il a aussi dit qu'il respectait beaucoup Ngannou, il dit voilà c'est un SDF à Paris et regardez aujourd'hui là où il en est, il est avec moi à faire l'affiche d'un combat en Arabie Saoudite. Donc voilà, Fury c'est vraiment un personnage à part entière, il a pas arrêté de faire des blagues dans ses conférences, notamment sur Ngannou, il dit ouais son manteau on croirait un manteau de femme, puis pourquoi il porte des lunettes de soleil, il fait nuit, voilà, il a essayé de le taquiner mais tu sens que c'est le personnage quoi, c'est le personnage Tyson Fury. À un moment il y a un journaliste qui lui dit ouais si t'étais dans le coin de Ngannou, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Et puis il dit ah bah je lui dirais de se mettre des coups dans la tête lui-même comme ça j'aurais pas à les mettre moi-même. C'est assez drôle. Et puis il dit ouais de toute façon moi je suis très très dur à toucher, je bouge très bien, même si tu avais une poignée de riz dans les mains et que tu me jetais la poignée de riz, je ferais comme Neo dans Matrix, j'arriverais à tout esquiver. Voilà, c'est du Tyson Fury. Tyson Fury dans le texte, j'ai envie de dire, mais voilà, il y a un gros respect pour Francis Ngannou. De toute façon, on avait vu quand le combat avait été plus ou moins. La première fois, ils ont parlé du combat, les deux se prenaient par l'épaule, voilà, ils étaient plutôt potes, ils voulaient s'affronter, mais il y avait beaucoup de respect. Et puis Ngannou, je pense pas que ça le touche. Ngannou, c'est la force tranquille, il sait ce qu'il vaut, il sait que tout ce que fait Fury, ça permet de vendre le fight, et puis je pense que ça lui va très bien. Avant de passer à Ngannou, Tyson Fury, il a aussi réagi sur la défaite de Volkanovski. On lui a dit ouais, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à l'UFC avec Alexander Volkanovski, tout ça? Et il dit ouais, j'ai vu, franchement, gros respect à lui d'avoir pris le combat en short notice. Et puis il dit concernant ses problèmes entre guillemets de santé mentale, bah écoutez, je sais de quoi il parle, moi c'est pareil. Il y a 6 mois, je savais pas encore si j'allais recombattre, ça fait à faire quasiment 1 an que j'ai pas combattu. Moi je suis pareil que lui quand j'ai pas d'adversaire en tête, quand je suis pas encore en entraînement, je suis pas très bien. Il dit voilà, donc moi ce que je lui conseillerais, c'est pas grave, t'es un grand professionnel, t'as perdu, t'en gagnes certains, t'en perds certains, là t'as perdu, bah écoute, relève-toi et puis retourne botter des culs pour le citer. Donc écoutez, c'est un très bon message de soutien de Tyson Fury, parce que Volkanovski, ok, on se dit c'est un professionnel, il va s'en remettre, mais tu sais quand même d'avoir perdu comme ça, d'avoir avoué que t'as des problèmes un peu de santé mentale, voilà, entre guillemets, je pense que tu sais, quand t'es tout seul le soir, tu dois quand même cogiter un petit peu, est-ce que j'ai bien fait de le dire? Est-ce que j'aurais pas dû ne pas aller à ce combat, etc., etc. Et puis de savoir qu'il y a des grands noms, je pense qu'Adesanya, ils sont très proches avec Adesanya, a dû lui parler aussi, ses coachs, d'avoir Tyson Fury qui dit, tu sais, moi aussi je suis comme toi, je suis pas parfait, même mentalement. Je pense que c'est quand même des soutiens importants, en tout cas c'est mon avis. Ensuite, Ngannou, forcément, on l'a aussi interviewé, et lui dit, ouais, moi mon but c'est pas seulement d'y aller et de gagner, c'est aussi de montrer que je sais boxer. Alors ce qu'il veut dire par là, je pense que c'est s'il arrive, il en met une à Fury et qu'il l'allonge, il y a quand même beaucoup de gens qui vont dire ouais bah ok, il a eu un coup de chance, il a cogné dur, il a couché Fury, ok coup de chance. J'ai l'impression que lui vraiment ce qu'il veut dire c'est qu'il veut peut-être que le combat dure un peu, montrer qu'il peut toucher, qu'il peut être dangereux, qu'il peut être un vrai boxeur et pas juste un mec qui frappe fort. Je comprends ce qu'il veut dire. Après honnêtement moi s'il arrive, qu'il met un coup à Fury, qu'il l'allonge, je serais très content aussi, hein. Ça fera du beau spectacle et puis croyez-moi ça fera beaucoup parler. Et il a aussi ajouté, vous savez, tout le monde me parle de ce combat, mais pour moi c'est déjà une réussite. J'ai déjà gagné un combat, d'en être ici avec Tyson Fury, c'est déjà une grosse victoire. Il dit, et puis samedi je vais aller chercher la 2e victoire, mais j'ai déjà tout gagné. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et puis ça, c'est une actu qui date de la semaine dernière, j'ai complètement oublié de vous en parler, mais vous savez, Burt Young, de son vrai nom Gérald Tommaso de Louise, il jouait le rôle de Paulie dans Rocky, c'était le coach de Rocky, il est décédé. Alors faut savoir que lui par contre c'était un vrai boxeur, il a eu une petite carrière, il a fait 17 combats en professionnel, 17 victoires. Donc voilà, il est décédé, je sais que tous les gens qui suivent les sports de combat, Rocky c'est quand même le classique, donc forcément vous voyez de qui je parle. Bon, bah, écoutez, il est décédé, c'est un vrai boxeur, je savais pas avant ça, j'en ai entendu parler dans mon cercle d'amis, puis j'ai été vérifié sur internet. Écoutez, on a assez parlé de boxe anglaise, on retourne au MMA.
Et on attaque avec une petite anecdote que Sean Strickland a racontée dans le podcast de Don Fry sur Khamzat Chimaev. Alors là, tu sens qu'ils sont déjà en train de vendre le combat les deux. Je pense qu'il va y avoir pas mal de trash talk, ça va être assez marrant. Et voilà, Strickland, il explique qu'à l'époque où ils se sont entraînés ensemble, il avait fait une remarque sur les combattants tchétchènes. Mais il a dit, ouais, j'avais dit un truc plutôt en l'honneur des combattants tchétchènes. Et il se rappelle plus de la phrase, mais il avait dû dire un truc du style, ouais, c'est des durs à cuire, un truc comme ça. Il dit, et puis je sais pas comment Chimaev en a entendu parler, mais il a mal compris ce que j'ai dit, et du coup il m'a envoyé un message en me demandant des explications. Et je lui ai dit, oh écoute, moi, voilà, tu ferais mieux de bien comprendre ce que je dis, mais moi si t'es pas content, demain à 3h, tu viens à la salle avec des gants ou sans les gants et on règle ça. Et puis il dit, ouais, bah devinez quoi, il est jamais venu, il m'a dit, non, mais on peut parler, c'était juste pour avoir des explications. Donc voilà, en gros, et puis après il ajoute, il dit, ouais, moi tu sais, lui et moi on est complètement différents, moi s'il venait là tout de suite devant moi, bah je me battrais jusqu'à la mort avec lui. Bon voilà, je pense qu'il est déjà un peu en train de vendre le combat, Sean Strickland. Hier, dans l'épisode d'hier, je disais ouais, Sean Strickland, il parle bien. Mais je voulais pas dire il parle bien dans le sens il a un langage soutenu, etc. Je voulais dire qu'il est bien vendeur. On peut lui faire dire pas ce qu'on veut, mais voilà, il sait vendre les combats, il sait être agressif. Donc c'est pour ça qu'on le voit autant dans les médias. Puis maintenant qu'il a la ceinture, qu'il y a un combat avec Chimaev qui risque de venir, je lui fais confiance pour vendre le combat. Un petit mot de Randy Brown, combattant MMA. Bon, c'est pas le plus connu, mais il a fait quelques belles choses. Il s'est fait opérer du nez. Et il explique que depuis son opération du nez, il revit, il dit à la salle, c'est vraiment mieux. Avant, j'avais des gros problèmes de cardio, des gros problèmes de respiration. Et là, le médecin m'a dit que j'avais gagné 30% d'oxygénation en plus. Il dit, ça me change la vie. Donc ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand tu as des problèmes au niveau du nez, alors je sais pas s'il a vu le nez cassé, je sais pas si c'était une malformation de naissance, forcément, quand tu gagnes 30% d'un coup, honnêtement, tu le sens passer. Ensuite, on a Henri Cerudo qui s'est exprimé lui aussi sur l'état de Volkanovski. Et il dit, ouais, franchement, je comprends que Volkanovski veuille combattre, mais il a dit, il faut que tu, entre guillemets, il a dit humble yourself. Donc, il faut le comprendre par être un peu plus humble. Mais il dit, je veux pas dire ça du côté humble. C'est plutôt de la fierté. Il faut pas qu'il retourne combattre au mois de janvier juste par fierté, juste pour montrer qu'il a envie de combattre. Non, non, il faut qu'il pense à la victoire. Et moi, je pense qu'au mois de janvier, c'est un peu trop tôt pour aller chercher une victoire. Moi, à sa place, je ferais tout ce qu'il faut pour prendre du temps, pour me remettre, pour me soigner et pour revenir chercher une victoire. Parce que là, mois de janvier, ça sent pas bon pour lui, quoi. Je pense pas qu'il sera à 100% au mois de janvier. Et il dit, par contre, pour Ilyas Topuria, moi, je lui conseillerais de tout faire pour combattre Volkanovski au mois de janvier, parce que ça va être le moment où il va être le moins dangereux. On l'a vu mettre KO tous ses adversaires. Là, avec ce qui vient de lui arriver, la défaite, plus ses aveux de pseudo-dépression, c'est vraiment le moment pour aller le chercher. Bah, c'est vrai, c'est pas forcément très sport, mais honnêtement, c'est vrai, si tu vas aller chercher la victoire contre Volkanovski, c'est peut-être maintenant le meilleur moment pour y aller. Ensuite, il y a Juan Archuleta, combattant au Bellator, très proche de TJ Dillashaw, qui a donné une interview. Et dans cette interview, il dit qu'on allait sûrement revoir TJ Dillashaw revenir à la compétition. Et Dillashaw, franchement, son dernier combat contre Sterling, il s'était démis l'épaule. Il avait avoué qu'il avait eu, je sais plus, je crois qu'il en est à sa 15e, j'en ai parlé dans un épisode, il doit en être à sa 15e opération de l'épaule. Là, actuellement, il a une sorte d'attelle. Moi, je pense que son corps dit stop à TJ Dillashaw. Je sais vraiment pas s'il revient à la compétition. Est-ce que ça va être du MMA? Est-ce que ça va être du grappling? Est-ce que ça va être de la boxe? J'ai un peu du mal à les croire. Maintenant, s'il le dit, vu qu'ils sont proches, je pense que c'est que Dillashaw a ça dans un coin de la tête. Mais moi, je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des idées. Ensuite, un petit mot de Gordon Ryan. Vous savez, j'en parle souvent, le GOAT du grappling, comme beaucoup aiment l'appeler. Bah, écoutez, il a fait un appel sur Instagram, un appel aux sponsors. Alors ça me semble fou qu'un combattant de sa trempe fasse un appel sur Instagram pour les sponsors. Alors écoutez, ça prouve qu'il n'y a pas forcément des millions d'argent dans le grappling. Et puis il ajoute à la fin, oui, moi je travaille que avec je travaille avec aucun groupe anti-américain, je veux travailler que avec des gens qui ont des valeurs. Bon écoutez, c'est tout à son honneur. Mais honnêtement, l'info à ressortir de ça, c'est que c'est dingue quoi. Il dit là, la nouvelle saison va commencer, j'ai pas assez de sponsors. Je trouve ça assez fou quand même. Ensuite, vous savez, on disait que Cédric Doumbé allait sûrement combattre contre Anthony Pettis. Et d'ailleurs, Doumbé, dans une story Instagram, il a dit qu'il connaissait déjà la date de son prochain combat. Il n'a pas parlé de lieu, il n'a pas parlé d'adversaire, il a dit qu'il connaissait déjà la date. Eh bien, écoutez, je pense pas que ce sera Anthony Pettis, parce qu'Anthony Pettis, le 15 décembre, il va combattre à Las Vegas contre Benson Henderson au Karaté Combat. Karaté Combat, c'est une ligue... alors, c'est très proche du MMA, ce qu'ils font, c'est pas dans une cage, c'est dans une sorte de fosse. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Il y a beaucoup de combattants qui ont été là-bas. Franchement, ce qu'ils font, c'est plutôt propre. Ça se passe beaucoup debout, très peu au sol. Il y a des règles un peu spéciales. Je n'ai pas toutes les règles en tête, mais franchement, ça peut être un très beau combat, hein, très, très honnêtement. Ensuite, un petit mot de, vous savez, si vous suivez l'Hexagone MMA en France, il y a Greg MMA, le youtubeur, je pense que tout le monde connaît, qui a combattu là-bas. Et il semblerait qu'un de ses prochains combats, ce soit contre Ibra TV, hein, vous connaissez la chaîne YouTube. Donc écoutez, on pourrait dire oui, c'est un combat de youtubeur, etc. Franchement, Greg MMA, il a eu une carrière en MMA, il a affronté Guerard Moussazi, excusez-moi.
il s'entraîne tout le temps dans ses vidéos avec des mecs de très très haut niveau, c'est tout à son honneur. Et Ibra TV, c'est pareil, on pourrait dire la même chose, mais je rappelle qu'il s'entraîne quand même dans la team de Daniel Warin avec Benoît Saint-Denis. Alors je dis pas que c'est le premier sparring partner de Benoît Saint-Denis, mais quand même il le fait. Et là, il est parti aux États-Unis, il s'est entraîné dans la team de Henry Hooft. Alors c'est la team où tu as notamment Gilbert Burns, etc., etc. Donc vous voyez, ce combat, on dit souvent oui, les combats de youtubeurs, les combats d'influenceurs. Moi, je trouve que c'est tout à son honneur d'aller se préparer là-bas. Et lui, il a de l'argent, hein. Croyez-moi, son business, ça marche à mort. Il va se remettre en question, il va combattre là-bas. Et du coup, ça donne un petit intérêt au combat contre Greg MMA. Écoutez, avant de passer à la minute auditeur, je vous laisse avec 2 petites vidéos. La première, c'est le retour d'Alexander Volkanovski en Australie. Il a eu le droit à son AK. Alors, s'il y a des fans de rugby, vous m'excuserez, je ne sais pas si en Australie on dit AK ou si c'est qu'en Nouvelle-Zélande, mais voilà, il a eu le droit à un accueil. Je trouve ça bien quand tu sais que le mec n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, de lui montrer du soutien, c'est toujours très bien. Et puis la deuxième, alors là, elle est un peu plus drôle, c'est, vous savez, Hasboula, c'est je vais dire ce nain, je sais pas s'il a atteint de nanisme ou d'autres choses, mais qui est très proche de la team Khabib, Makhachev, tout ça. Je crois qu'il est surtout connu sur les réseaux sociaux à la base, et puis il a signé un contrat avec l'UFC. Alors l'UFC a fait des t-shirts à son effigie, etc. On savait pas trop ce que ça allait donner. Bah écoutez, il est dans le jeu UFC 5 qui va bientôt sortir. Là, je vous mets la vidéo, c'est marrant. Tu vois Makhachev qui rentre et puis Hasboula qui marche à côté. Écoutez, moi ça me fait rire. De toute façon, Hasboula, il en joue, hein, de sa petite taille, de sa petite voix, donc c'est pas du tout, je pense que c'est pas du tout pour se moquer. C'était la dernière actu du jour, on passe à la minute auditeur. Et dans la minute auditeur, on a d'abord eu une discussion avec La Petite Frappe et Teta Neuneu sur le fait des combattants de boxe de MMA qui passent à la boxe. Puis La Petite Frappe me dit, ouais, tu connais une conversion boxe MMA ou MMA boxe qui s'est bien réussi? Parce qu'hier j'en parlais avec Sean Strickland et j'ai dit ouais, comme ça franchement à froid j'ai rien qui me vient. Puis forcément Teta Neuneu qui dit ouais, le but, mais ça on le sait bien, le but c'est d'aller faire un gros paquet d'argent, de se faire peut-être autant d'argent qu'ils se sont fait dans leur carrière MMA. Donc ça on est bien d'accord là-dessus. Puis ensuite on parlait de Khamzat Chimaev et on disait ouais, peut-être depuis le Covid, c'était Teta Neuneu qui dit ça, depuis le Covid j'ai l'impression que son cardio a du mal à revenir. C'est vrai qu'il a eu un très très gros Covid, il avait d'ailleurs annoncé sa retraite, hein, Chimaev, à cause du Covid, il n'arrivait pas à s'en remettre. Alors, est-ce que c'est depuis ça ou pas? Après, La Petite Frappe, il nous dit ouais, mais le cardio, ça se travaille bien, mais bon, faudrait peut-être pas attendre 40 ans pour le travailler, quoi, le cardio. Alors écoutez, je sais pas, comme a dit Mickaël Lebou, est-ce que c'est juste des ajustements à faire sur l'intensité du premier round, ou est-ce que c'est vraiment un problème de cardio? Je sais pas. Maintenant, Chimaev, il a 29 ans, on dit que l'âge d'or en MMA, c'est 33 ans, ça lui laisse encore un peu de temps pour ajuster, mais ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et puis après, j'ai Vitchouz, parce qu'hier, je parlais de Nassourdine Imavov qui commençait à taquiner Costa. Il me dit, ouais, enfin bon, Imavov, il va peut-être un peu fort, et lui, il n'est pas venu combattre à Abu Dhabi. Bon, clairement, je pense que son problème de visa, il était vrai, hein. Je pense pas du tout que ce soit une manière d'éviter le combat contre Alice Kirov ou quoi que ce soit. Je suis sûr à 99,9% que c'est un vrai problème de visa. Mais par contre, c'est vrai que dans les classements, Nassourdine, il est un peu loin pour aller taquiner Costa. Maintenant, je comprends qu'il tente sa chance. Comme Costa, il est tellement chaud qu'il est capable de répondre, et puis on peut monter une histoire rapidement. Mais voilà, je pense qu'il y a encore un peu de temps avant d'avoir un combat contre Costa. Et puis La Petite Frappe qui rajoute que même dans l'Hexagone, hein, en France, Nassourdine Imavov, il n'est pas aussi populaire que Benoît Saint-Denis ou Cyril Gane ou Doumbé. Ouais, c'est vrai, mais après, Nassourdine, il a aussi un côté, il est plutôt discret comme gars. Il parle pas beaucoup, il n'est pas très exubérant. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas pris la lumière comme les autres. Alors écoutez, s'il se rapproche de la ceinture, je pense que ça viendra. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le combattant français qui est le plus mis en avant. Écoutez, on arrive au bout de l'émission. Alors, autant hier, je vous ai dit que c'était une émission creuse, il n'y avait pas beaucoup d'actu. Autant aujourd'hui, il y avait de quoi faire. Là, je pense que dans les prochains jours, on va pas mal entendre parler de nouveau d'Aspinal, de Pavlovich, de John Jones. Je manquerai pas de vous donner des nouvelles. Écoutez, à demain, 17h, pour une nouvelle émission. Salut!